J'ai crashé ma Lamborghini Gallardo. Heureusement, je vais bien, mais la voiture est un peu abîmée. C'est la première Lamborghini que j'ai achetée. Oh, c'est pas vrai. Je n'ai jamais pensé que j'aurais un jour la chance d'en posséder une. Et c'est pour cette raison que cette voiture est si importante pour moi. C'est comme un trophée. Oh, j'y crois pas! Et la voir dans cet état est dévastateur pour moi. Donc, après le crash, j'ai une décision à prendre. Réparer cette voiture moi-même, ou passer par l'assurance et accepter le remboursement. Mais si je passais par l'assurance, elle classerait cette voiture à 100% dans la catégorie B, à cause de tous ses dégâts, ce qui signifierait qu'elle ne pourrait jamais reprendre la route. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de la réparer moi-même. Qui serais-je si j'avais réparé toutes ces voitures accidentées, mais que je n'avais pas réparé la mienne? J'espère juste que je prends la bonne décision, parce que dès que je commence à toucher à cette voiture et à la démonter, mon assurance est complètement annulée. C'est parce que la voiture doit être laissée dans l'état où elle était au moment de l'accident. Mais plus loin dans la vidéo, je découvre des dommages cachés qui nécessitent une réparation spécialisée. Et c'était à eux de décider si nous pouvions aller plus loin. C'est quelque chose que vous feriez ? Maintenant que nous pensons que cette voiture va être classée dans la catégorie B, ça ne signifie pas nécessairement que la voiture est trop dangereuse pour être remise en circulation. Ça signifie simplement qu'elle est presque trop chère pour être remise en circulation, ce que je comprends. Et vraiment, ça n'a pas de sens financier pour moi de la réparer, de toute façon. Je le sais bien, je le fais littéralement parce que je veux cette voiture, bien que ce soit une perte financière. Et nous prenons un risque en y travaillant maintenant. Mais pour moi, c'est mieux que de perdre cette voiture, et je pense que ce sera probablement l'un des défis les plus difficiles à relever jusqu'à présent. Leçon apprise. Je ne mettrai jamais de pneus semi-slick dans un pays où il ne fait jamais sec. Jamais. Enlevons tout ce qui est cassé, et voyons ce qu'il faut faire pour réparer. Et ensuite... Oh, regardez ça. Avant même de commencer, regardez les dommages subis au châssis. Ça s'est complètement détaché du rail supérieur. Oh, waouh. Maintenant, enlevons de la voiture tout ce qui est endommagé. Ouais. Oh, vous savez quoi? C'est endommagé que là et là. Et là. Ah ouais, et là aussi, ouais. Et nous pourrons alors commencer à dresser la liste de toutes les pièces que nous devrons commander pour la Gallardo. C'est que le début. Je crois que j'aurais dû écrire un petit peu plus petit. Dès que nous avons enlevé le revêtement de l'arche, il a révélé encore plus de dégâts au niveau de la charpente à l'avant. Et une partie de ce cadre à l'arrière s'est également cassée. J'ai ensuite soulevé la voiture et vérifié qu'il n'y avait pas de dégâts sous la voiture. Ça a l'air d'aller. Oh! Oh non! Oh! À part le dessous de caisse. Et un dessous de caisse arrière. Nous devons maintenant retirer tous les boulons qui maintiennent le dessous de caisse, qu'il faudra bien sûr remplacer à un moment ou à un autre. Il y a encore beaucoup de saleté sous cette voiture, et elle est coincée dans les boulons. Oh, il y en a encore! Oh, regarde tout ce verre! Oh mon Dieu! Bonne nouvelle cependant. Y a pas de fuite. Non, c'est pas vrai. Le dessous a l'air d'être en bon état. Je ne vois pas de dommages visuels. On va évidemment devoir mesurer l'ensemble, mais il n'y a pas de dommages visuels. La question est... Est-ce que je reste en traction arrière ou je passe en 4 roues? T'en penses quoi? C'est une question stupide, bien sûr que nous restons en traction arrière. Je n'en suis pas si sûr. Mais nous sommes encore loin de prendre cette décision. Freddy vient nous donner un petit coup de main. Il demande s'il reste en traction arrière ou s'il passe en 4 roues. Je pense que tu devrais aller en traction avant. Et un dernier dessous de caisse de l'arrière est enlevé. Pour être honnête, le moteur et la boîte de vitesse ne semblent pas avoir été endommagés. Ce qui est une bonne nouvelle. Oh, regardez ce que je viens de voir aussi, regardez ça! Waouh! 50 km/h? Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être même 45 km/h. Tu vas le réparer? Ouais. À quel point c'est cassé? À quel point c'est cassé? Au fur et à mesure que nous révélons les dégâts, je sens que le prix de la réparation devient de plus en plus élevé. Il y a beaucoup de dégâts sur cette suspension à l'arrière gauche, mais encore une fois, cela nous donne une chance de l'améliorer. Ok, la prochaine chose à déconnecter, c'est cette conduite de frein. Pour empêcher le liquide de frein de fuir, et je pense qu'on peut faire cette petite astuce. Si nous grimpons dans la voiture et utilisons une perche pour enfoncer la pédale de frein,
et la caler sur le rail du siège. Lorsque nous débrancherons les conduites de frein, cela devra empêcher le liquide de frein de s'écouler constamment. Tout d'abord, je retire le câble du frein à main de l'étrier du frein à main. Puis je vais commencer par essayer de retirer la conduite de frein, mais on a l'impression que la conduite de frein va se rompre. J'ai donc décidé de retirer la conduite de frein de l'étrier, ce qui signifie que je l'ai enlevé, et que j'ai ensuite tordu la conduite de frein. Ouais, regardez, pas de goutte, Pas de liquide? pas de liquide, ça marche. Mais il va y avoir beaucoup de liquide là-dedans. Bonne nouvelle, un étrier de frein, c'est bien. Ensuite, nous allons retirer cette suspension complète à l'arrière gauche, tout en ajoutant d'autres pièces au tableau. Je vais maintenant défaire les boulons de l'arbre de transmission qui le relie à la boîte de vitesse. Ensuite, nous devrions pouvoir le soulever. Allez, Fabien. Oh, il y a un bras. Oh, regardez, il y a un bras qui le tient en l'air. Lâche-la. Ouais, voilà, comme ça. Oh, ouais. Ouais. D'accord. Je pense qu'on devrait remplacer tout ça. Nous avons donc une jambe de suspension, et je pense que nous devrions remplacer les ressorts hélicoïdaux. On va le faire maintenant. Lien, cadre, triangle supérieur, moyeu de roue. Qu'est-ce que tu dis? Ce boulon est tordu. Oh, il y a un boulon tordu. Il est tordu, là. Oh ouais. Oh ouais, il l'est. Ouais. Ok, nous devrions remplacer toutes ces suspensions latérales. Retour au tableau. De celui-ci. D'accord. Je pense que ça couvre tout. À peu près. Est-ce qu'il y a des dégâts derrière tout ça? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh non! Oh mon Dieu! Oh non. Ah, c'est pas bon. Est-ce que c'est censé être comme ça? J'en doute. Si ça ressemble à ça et que ça ressemble à ça, je doute que ça soit censé ressembler à ça. Oh mon Dieu! Je pense qu'il faut démonter le moteur. Mais comment est-ce que c'est possible? Il a dû littéralement le pousser vers le haut. Ça l'a frappé et ça l'a cassé net. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Oh non. Ah, c'est un vrai cauchemar. Donc, comme le châssis est endommagé ici, et qu'il est en quelque sorte touché par le collecteur d'échappement, il semble que nous devrons démonter le moteur pour le réparer. Si nous pouvons réparer le châssis, est-ce qu'on peut mettre un autre moteur? Un V12? Un V12 dans une Gallardo. Oh là là, ce serait une première mondiale? Je pense que quelqu'un l'a fait. On a une idée. Ça va me coûter cher, ça. Ouais. Alors, écoute-nous, le moteur doit être démonté à cause de ça. J'ai cassé ce bout-là aussi. Waouh. Et regarde l'échappement. Mais j'ai trouvé un moteur de Lamborghini Aventador. Alors, désolé, tu veux que ça aille plus vite qu'avant? Non, elle pourrait être plus lente. Mais le son sera mieux. Elle sera plus lente, mais le son sera mieux. Donc je serai en sécurité. Je serai beaucoup plus en sécurité avec un V12 qu'avec un V10 à double turbo. Il pourrait conduire mieux. Parce que ça sonnera mieux, j'aurai pas besoin d'aller aussi vite pour entendre le moteur. Je pense que c'est une bonne idée. Une fois que nous aurons convaincu Anna qu'un échange de V12 sera le meilleur moyen et le plus sûr de réparer cette voiture, on a commencé à s'enthousiasmer. Mais nous avons ensuite appelé Ricky, à Performance, pour voir si c'était possible. Et il nous a mis un bémol. Le problème que t'as, mon pote, c'est que sur une Aventador, le moteur est au milieu. Ouais, la boîte de vitesse est à l'avant. Ah, ok, d'accord, je comprends. Donc, la boîte de vitesse est posée sur le véhicule et le différentiel arrière se trouve à l'arrière. Oh, je pensais que c'était l'inverse sur les Aventador. Non. Donc, comme les moteurs V12 ont une position complètement différente de celle des V10, il semble qu'il y ait trop de travail. J'ai peut-être été un peu ambitieux. Pour l'instant, il semble que nous nous en tenions au moteur V10 biturbo. Et ce, même si cette chose pouvait être réparée. Nous devons le démonter encore plus rapidement. On ne peut pas la casser plus qu'elle ne l'est. Je sais, j'essaye. Tire dessus. Voilà. La liste interminable s'allonge sur le tableau. Freddy enlève les capots du moteur et débranche le câblage du faisceau de câbles du capot du moteur. Après cela, nous pourrons défaire les boulons du capot moteur ou du coffre et nous devrions pouvoir le soulever. Une autre chose qui doit être remplacée. Ouais! Nous avons maintenant un meilleur aperçu de l'intérieur du compartiment moteur. Nous commençons par le feu arrière droit. Une fois tout cela enlevé, nous pouvons vérifier s'il y a d'autres dommages. Je l'ai.
Voilà, nous sommes à l'arrière. Jusqu'à présent, sans démonter le moteur, je pense que nous avons enlevé la plupart des dégâts. Quoi? Comment est-ce que tu peux être aussi sûr de dire tout ça? Je pense que ça a l'air bien. Avant de commencer à démonter le moteur, nous savons ce qu'il va falloir faire. Il y a d'autres dégâts à l'avant, donc il va falloir qu'on s'y attelle et qu'on découvre d'autres dégâts. Tony est de retour. Matthew, Bonjour. c'est ce qu'on appelle une machine à enlever les roues. Ouais. Bonne et mauvaise nouvelle. Cette partie ici, là. Regardez, cette partie du cadre, elle se boulonne là-haut. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est cassée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être boulonnée pour être remplacée. Encore une mauvaise nouvelle. Oh. C'est une mauvaise nouvelle. Ouais, c'est une très mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Est-ce que ça se boulonne ou est-ce que c'est... Quoi, ça? Ouais. Non. Ah d'accord, c'est une mauvaise nouvelle. Ah ouais, c'est une très mauvaise nouvelle, en fait. C'est la même chose à l'avant de la voiture qu'à l'arrière avec le démontage de toute la suspension. De cette façon, nous pouvons voir quels sont les dommages exacts sur le châssis. Tout d'abord, l'extrémité de la tige de la chenille. Lambeau, lambeau, lambeau! Une fois que c'est enlevé, je peux déconnecter le boulon qui maintient la jambe de suspension du haut du châssis. Ce qui n'a pas l'air d'aller très bien. Ensuite, je défais le boulon qui maintient le bras de suspension à la suspension et je soulève le tout. C'est aussi simple que cela. Il est sorti. Vous savez quoi? Toutes ces pièces vont probablement représenter au total bien plus que la moitié de la valeur de la voiture. Donc ce n'est pas plus la main-d'œuvre et tout le reste. Donc ce n'est pas viable financièrement de réparer cette voiture. Mais aussi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, des enfants. Mais cela n'a pas non plus de sens sur le plan financier. Vous n'avez pas d'enfants pour faire des bénéfices. T'en penses quoi? Certainement pas moi. C'est mon enfant, donc ce n'est pas... Ouais, c'est mon enfant. Ça devrait pas avoir d'importance, si ça a un sens financier ou non, parce que c'est mon enfant. C'est moi qui le fais. Tu vois, c'est logique, tu vois? Ça n'a pas de sens? Non, je pense qu'on devrait tout remettre en place et appeler l'assurance. D'abord, le pare-choc avant, qui n'est plus utilisable, puis l'arceau de sécurité avant. Grand moment. Mon père est en train d'ajouter des pièces au tableau, et après cela, je peux la descendre et ouvrir le capot. Ce cadre est assez mauvais. Mais pour avoir une meilleure vue, il faut enlever le capot. Déconnexion du tuyau de lave-glace qui se connecte au gicleur de lave-glace. On déboulonne le capot des charnières, et moi et mon père pouvons le soulever de la voiture. Ce qui n'améliore pas l'aspect de ce cadre. Mon père enlève maintenant les 2 balais d'essuie-glace pour que nous puissions enlever le plastique qui entoure le pare-brise. Ensuite, j'essaie d'enlever le bac en plastique qui sert de rangement pour la voiture. Une fois ce bac retiré, nous pourrons mieux voir les dommages causés au châssis. L'aluminium, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se présente mal, mais regardez comme l'aluminium est flexible. Il y a toutes ces petites zones qui se froissent, et vous pouvez simplement plier l'aluminium. Il est si facile à plier qu'il suffit de le frapper un tout petit peu pour qu'il s'écrase. Ainsi, le tout s'écrase. C'est un peu comme si j'avais un film à bulles autour de moi. Donc d'une part, c'est sûr, et d'autre part, c'est un cauchemar à réparer. Parce que l'aluminium se plie si facilement. Donc, nous devons trouver un moyen de réparer tout cela. Et avec l'aluminium, on ne peut pas utiliser un soudeur ordinaire. Nous devons donc déterminer par où nous allons commencer, et si nous devons souder un cadre avant, on doit s'assurer qu'il est exactement au même endroit. Maintenant, compte tenu de l'état de ce cadre, du fait qu'il s'agit d'aluminium, et que nous n'avons aucune expérience en matière de réparation, nous avons fait appel à un spécialiste pour qu'il vienne inspecter la voiture et s'assurer qu'elle est réparable. Mais pour qu'il puisse l'inspecter, nous devons démonter toutes les pièces autour du châssis pour bien pouvoir l'examiner. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Je démonte le phare du côté passager qui est malheureusement endommagé, et mon père démonte le châssis qui est en fait boulonné. Ensuite, nous sommes sous la voiture et nous enlevons le dessous de caisse cassé, ce qui nous permet de découvrir ceci, un radiateur cassé, qui est en fait un radiateur de rechange, utilisé pour refroidir les turbos. Après cela, je monte à l'intérieur de la voiture afin de pouvoir descendre dans le plancher pour dévisser le boulon qui déconnecte la colonne de direction de la crémaillère, car nous devons retirer toute la crémaillère de la voiture. J'enlève la crémaillère de direction et la colonne ici. Nous pouvons ensuite retourner à l'extérieur et faire glisser la crémaillère de direction hors du cadre, ce qui nous laisse ceci. La prochaine étape que nous devrons faire de toute façon est de retirer le moteur, à cause de cette bosse dans le collecteur d'échappement.
Il va falloir le remplacer. Nous devons également vérifier si le cadre est encore endommagé. Et si le châssis est réparable, nous devrons de toute façon déposer le moteur pour souder cette pièce en bas, là. Et je pense que cela nous permettra aussi, lorsque nous espérons reconstruire le véhicule, d'avoir des options pour modifier son apparence. Quand nous la sortirons, peut-être que le moteur sera d'une couleur différente de celle de la voiture que nous allons faire. Alors commençons par le commencement. Kit turbo, enlevé. Go. En ce moment, je déconnecte le tuyau de retour d'huile de l'un des turbos. Au début, il ne semblait pas y avoir beaucoup d'huile là-dedans. Mais petit à petit, elle a commencé à sortir et mon père a fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai pu déconnecter le tuyau relié au refroidisseur de charge ainsi que le tuyau relié à la soupape de purge. Et voilà un turbo et un échappement enlevés. Mon père a enlevé l'autre turbo et l'échappement. Ce qui nous laisse ceci. Parce que tout cela est du marché secondaire et qu'il n'y a pas de manuel pour cela, je m'assure de marquer et d'étiqueter toutes les lignes qui sont déconnectées parce qu'il n'y a aucun moyen pour moi de savoir comment elles ont été remontées. Je vais ensuite déconnecter les tuyaux qui vont vers les refroidisseurs de charge. Ceux qui sont ici en haut utilisent un clip et vous pouvez ensuite retirer la connexion. Je pourrai alors retirer l'un des refroidisseurs de charge. Et mon père emportera l'autre. Ensuite, je vais m'efforcer de sortir la jambe de force du moteur de la voiture. Tout d'abord, il y a ce plateau de rechange. Une fois que nous l'avons déboulonné, nous pouvons retirer le support de jambe de force, qui est en fait cassé. Une autre chose que nous allons devoir remplacer. Il y a beaucoup de pièces de rechange qui permettent à ce kit turbo de fonctionner, y compris le câblage et les tuyaux. Il faut déconnecter et se souvenir de l'endroit exact où ils vont être remontés. Et cette partie n'est que l'une d'entre elles. Nous avons retiré toutes les pièces de rechange. Il reste à faire les choses habituelles sur le moteur. Tout ce qui relie le moteur à la voiture, nous devons le déconnecter. Les tuyaux d'eau. Électronique. Support moteur. Ouais. Support du moteur, ouais. Carburant. Ouais. Le pire, c'est que tout ça, c'est des ECU de Civex. Tous les ECU standards ont disparu. Donc nous avons tous les ECU de rechange, tous les câblages de rechange, ce que je n'ai pas fait. Et je ne sais pas où ils vont, ni ce qu'ils font. Je veux pas les casser parce qu'ils ont coûté très cher. 10 000 livres pour les Civex. Juste pour l'ECU? Ouais, juste l'ECU et le câblage. Waouh. Et je pense que c'était un prix spécial. Un prix spécial? Ouais, c'était un prix spécial. Quel est le prix de détail? 20? Ouais, je pense que c'était environ 400. Donc le premier lot de liquide à sortir est le liquide de refroidissement. Je retire les tuyaux du réservoir de liquide de refroidissement et je peux ensuite retirer le réservoir de liquide de refroidissement ou le vase d'expansion, comme certains l'appellent. Nous allons ensuite passer sous la voiture et déconnecter les tuyaux qui vont du moteur aux tuyaux métalliques qui passent sous la voiture. Allez, oh Je ne suis pas sûr que ce soit la méthode utilisée par Lamborghini. Ouais. Et voilà le liquide de refroidissement terminé. Ensuite, il y a l'huile. Donc, l'huile n'est pas dans le carter. Elle est dans un réservoir. Tony, Ouais. quel est ton liquide préféré? mon liquide préféré, Ouais. à part les choses qui vont dans les moteurs. Ouais. Y-Food. Y-Food? Ouais. Il y a une nouvelle saveur. Je sais pas si c'est nouveau, mais c'est nouveau pour nous. Ouais, on l'essaye? Ouais, vas-y. Pendant qu'ils allaient chercher le Y-Food à la nouvelle saveur, j'ai commencé à déconnecter les conduites du réservoir d'huile. Popcorn au caramel. C'est ça? Ouais, regarde ça. Popcorn au caramel. Avec la conduite supérieure déconnectée du réservoir d'huile, je peux la dégager légèrement, mais je dois aller en dessous pour déconnecter la ligne inférieure. C'est une boisson de remplacement de repas. Donc nous n'avons pas besoin d'aller manger maintenant, parce que nous avons toutes les vitamines et tous les minéraux, précisément 26 à l'intérieur pour cela. 500 calories aussi, et ça nous permettra de rester rassasiés jusqu'au prochain repas. Et maintenant, je suis allé sous la voiture pour débrancher la dernière conduite d'huile vers le réservoir d'huile. Après cela, je devrais pouvoir l'enlever. Ce qui est bien avec Y-Food, c'est qu'il y a un énorme choix de saveurs. Qu'est-ce qu'on a là? Creamy cookie. Oh ouais, j'adore ça. Tu veux celui-là? C'est en fait l'anniversaire de Y-Food en ce moment. C'est vrai? Ouais, c'est ton anniversaire? Ils ont quel âge? Ils sont pas aussi vieux que toi. Nous avons donc célébré l'événement en allumant une bougie de fortune dans le Y-Food. En guise de cadeau d'anniversaire, ils ont fait une réduction de 20% pour vous tous. Si vous voulez essayer Y-Food, trouvez votre saveur préférée grâce à un pack de dégustation grâce au lien dans la description. Et avec le code de réduction de 20% qui apparaît sous moi en ce moment. Merci Y-Food. L'huile est sortie. Le prochain fluide est... Est-ce qu'on va faire la boîte de vitesse? L'huile de la boîte de vitesse? On s'attaque à l'huile de la boîte de vitesse. Ouais. Donc cette boîte de vitesse,
Et c'est une boîte de vitesse manuelle. C'est la même que sur les Gallardo manuels, mais elles sont contrôlées hydrauliquement avec de l'électronique. Ça utilise donc de la pression hydraulique pour sélectionner le rapport, ce qui le rend... J'aime bien la vitesse électronique, je pense que c'est amusant, ça fait claquer les vitesses, mais ça use l'embrayage. Je pense que votre embrayage est censé durer entre 5000 et 15 000 km. J'en ai déjà usé un. Donc, je suis sur le point de faire un échange manuel. Avec un échange manuel, ça signifie que nous devons changer tout cela en mettant une pédale supplémentaire sous le tableau de bord, ce qui impliquerait probablement de retirer le tableau de bord et de mettre en place un sélecteur de vitesse et toutes sortes de choses. C'est donc un gros travail. Et puis aussi, 1000 chevaux avec un sélecteur manuel, c'est probablement un peu fou. Alors je pense que je vais m'en tenir à la vitesse E. Mais c'est difficile. Nous devons maintenant retirer toutes les conduites hydrauliques qui le relient à la boîte. En fait, la seule conduite que nous devons déconnecter est celle qui alimente l'huile de la boîte de vitesse, c'est-à-dire celle-ci. Et c'est parti, le liquide de la boîte de vitesse est sorti. Après cela, nous passons au carburant. Et il n'y a qu'un seul tuyau qui alimente les conduites de carburant. Je vais donc le débrancher. Ensuite, nous sommes passés au liquide de direction assistée. Et nous avons débranché ce tuyau, puis nous passons à la climatisation. Et tout le gaz était déjà libéré quand j'ai heurté l'arbre. L'air conditionné est éteint. Prochaine étape, l'électronique. N'oubliez pas que cette voiture est équipée d'un calculateur de recharge. Il y a un calculateur pour le côté gauche du moteur et un pour le côté droit. Au lieu de débrancher tous les connecteurs qui vont vers les capteurs du moteur, nous allons simplement débrancher les gros connecteurs des calculateurs et tirer le moteur avec tout le câblage qui y est connecté pour l'éloigner de la voiture. Mais pour cela, je dois monter à l'intérieur de la voiture pour pouvoir accéder au câble qui s'y trouve. Donc, tout le câblage va vers ce boîtier ici. Il y a un calculateur ici et un autre calculateur là-bas. Mais j'ai littéralement pas de place là-dedans. Il n'y a pas de place. On peut même pas avancer les sièges au maximum, parce que... il se heurte au toit ouvrant. Ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. Comme la voiture est sur la rampe à 2 montants, je ne peux pas vraiment ouvrir les portes de la voiture très largement, ce qui signifie que je ne peux pas enlever le siège. L'espace est donc très restreint. Je dois débrancher tous les relais du moteur et les déconnecter du bas de ces connexions. Et faire de même avec les fusibles. Ensuite, nous aurons un énorme faisceau de câbles que nous devrons faire passer à travers la cloison pare-feu arrière dans le compartiment moteur. J'espère vraiment que nous saurons comment remettre tout ça en place. Une fois que tout est passé par ce trou, vous pouvez voir la quantité de fils dont ce moteur a besoin pour fonctionner. Et c'est beaucoup. D'accord. C'est la sortie du câblage. C'est ridicule. Dernière chose dont il faut se souvenir. La chose la plus importante. Les supports du moteur, regardez. 1, 2. Puis 1, 2 de l'autre côté. 2. Le moteur va tomber maintenant. Oh. Oh. Je crois que le moteur a bougé. Pour sortir le moteur, nous allons y attacher des sangles autour et ensuite faire appel à la grue pour le sortir. Je pense que le moteur de la Gallardo est conçu pour être soulevé directement hors du compartiment moteur. Parce qu'en le sortant de cette façon, le compartiment moteur devenait de plus en plus étroit au fur et à mesure que nous reculions. Allez! Mais finalement, nous avons réussi à le faire sortir. Il est sorti, il est sorti! Ouais! Oh mon Dieu! C'est pas comme ça qu'on démonte un V10. Ça aurait été plus facile sur ces 2 poteaux. Bon. La bonne nouvelle, c'est que tout ce cadre a l'air en bon état. Tout cela se boulonne de toute façon à partir du châssis. Mais tout ça, ça a l'air bien. Maintenant, nous pouvons accéder à la soudure inférieure, comme ce morceau pour entrer là-dedans, s'il peut être soudé. Et il ne nous reste plus qu'à prendre les mesures de tout et nous assurer que tout est bien droit. Mais, juste en le regardant, rien n'a l'air mal en point. Je pense que cette partie-là et tout le reste ont pris la majorité des coups. Nous avons une belle bosse ici, et pour enlever le collecteur d'échappement, c'est... je veux dire... ça semble encore plus difficile avec le moteur enlevé. C'est quoi tout ça? Comment est-ce que... les boulons de ça sont... ils sont quelque part là-dedans. Eh bien, nous y reviendrons bien assez tôt, mais il faut l'enlever. Et peut-être que nous pourrions aussi passer à des collecteurs 4 pour 1, ce qui donnerait un meilleur son. Probablement plus de boost aussi, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maintenant que le moteur est sorti, nous pouvons voir l'étendue des dégâts. Non seulement sur le moteur, mais aussi sur le châssis. Et cette liste semble interminable. Mais ce que nous voulons savoir, c'est si ce cadre est vraiment réparable. Mais j'ai fait venir des spécialistes pour qu'ils examinent la voiture. Nous avons donc Bob et Dell. Dell de l'atelier d'usinage. Et
Eh bien, je sais pas trop ce qu'ils peuvent réparer, mais... Ils ont l'air assez sûrs d'eux, mais je sais pas, pour moi, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ils n'ont pas encore vu l'avant de la voiture, donc allons voir. Donc à l'arrière, il y a comme une barre qui manque ici. C'est une petite barre. Il y a vraiment rien de... J'ai fait faire le tour de la voiture au gars. Je montre les dégâts à l'arrière et tous les dégâts à l'avant. Ces deux hommes sont très compétents pour ce genre de réparation. Ce qu'on va faire, c'est mesurer tout ça et s'assurer que c'est la même chose pour les deux. Génial. Mais comme les gars l'ont mentionné, on n'a plus l'habitude de faire ce genre de réparation. La voiture est normalement mise au rebut en raison du coût de la main-d'œuvre nécessaire. Alors, est-ce qu'ils accepteraient de s'en charger? À part ça, je veux dire, c'est vrai que c'est un gros travail, mais je veux juste savoir si vous pouvez le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Ouais. Ouais? Ok, c'est ce qu'on voulait entendre. C'est impossible qu'il le frappe d'un seul coup. Il va le frapper d'un seul coup. Aucune chance. Allez, Tony. Ça, c'est un coup. C'est le premier coup. Donc ça, c'est 2 coups. Oh! Oh, attends, c'est 2 coups. Et ça, c'est 3 coups. Je te l'ai dit. Like a drug that I just can't deny.